Bien donc bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Infiniscience à Clermont-Ferrand. Notre association, vous le savez, s'est fixée comme objectif d'accueillir dans la capitale des champions de France de rugby, il faut le noter, des scientifiques qui ont, au cours de leur carrière, fortement influencé leur domaine de recherche et ainsi fait avancer la science, donc l'humanité. En étant par exemple à l'origine d'avancées technologiques considérables. Il va maintenant être possible de recharger son téléphone portable en se connectant à un réseau Wi-Fi. En étant à l'origine de traitements médicaux de plus en plus efficaces. Il est bon de rappeler en ce mois d'octobre, dédié au dépistage du cancer du sein, que le taux de survie après la détection de ce cancer est passé de moins de 70% dans les années 1960 à plus de 90% aujourd'hui. Ces scientifiques qui ont été également à l'origine d'éveils de conscience, notamment sur l'avenir de notre planète. Qui aujourd'hui irait jeter un sac plastique dans la très belle vallée de Chaudefour? Et puis évidemment inviter ceux qui participent aujourd'hui à l'exploration de notre univers, comme par exemple lors de la très belle mission Proxima, menée à bien par le 10e spationaute français, dont vous connaissez tous le nom, Thomas Pesquet, et au cours de laquelle il a pu notamment tester une nouvelle technique pour vérifier la qualité d'une eau lors d'une mission longue, et pourquoi pas une mission vers Mars. Alors vous l'aurez compris, l'objectif d'Infiniscience est de permettre au plus grand nombre d'échanger avec ceux qui font vivre la science, avec ces femmes et ces hommes qui ont été reconnus et récompensés par leur père la semaine passée avec la remise d'une des plus hautes distinctions scientifiques, le prix Nobel. Et cette année encore, ont été mis en avant des découvertes considérables. Pour n'en citer que deux, le prix Nobel de chimie a été décerné à 3 scientifiques qui ont permis de geler des virus, microbes et bactéries afin de développer de meilleurs outils pour lutter contre eux. Et puis évidemment le prix Nobel de physique qui a récompensé cette année la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour écouter notre univers, la détection des ondes gravitationnelles, venant confirmer leur existence suggérée il y a plus d'un siècle par Albert Einstein. L'action d'Infiniscience ne se limite pas à l'organisation de conférences grand public, comme celle à laquelle vous allez assister ce soir. L'éducation populaire à laquelle nous sommes attachés passe bien naturellement par l'éveil des jeunes aux sciences. C'est la raison pour laquelle nous proposons à tous nos invités, d'échanger avec des écoliers, des collégiens, des lycéens et des étudiants. Nous sommes convaincus que ces rencontres jeunes et grands scientifiques peuvent influer durablement et dans l'approche des sciences et dans la vision du monde, ce jeune auditoire. Parlez-en avec les élèves du collège Condorcet de Puy-Guillaume ou du collège Lucie Aubrac de Clermont-Ferrand qui ont rencontré l'an passé notre parrain Hubert Reeves. Ils gardent de cette journée un souvenir impérissable. La culture scientifique a bien évidemment toute sa place dans ce qu'il est convenu d'appeler de manière générique la culture. Et nous sommes fiers que ce soit un événement de culture scientifique qui vienne prolonger ces 3 jours d'effervescence que vient de connaître notre ville de Clermont-Ferrand. Alors avant de vous présenter notre conférencier de ce soir, j'en profite pour vous annoncer nos prochains rendez-vous. Nous nous retrouverons tout d'abord à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand le 29 novembre prochain à 18h30 pour écouter Raymond Piccoli, le directeur du laboratoire de recherche sur la foudre et membre du conseil scientifique d'Infiniscience, qui nous présentera les phénomènes orageux. Et puis l'an prochain, nous nous retrouverons en mars, les 28 et 29 pour être précis, pour accueillir Axel Kahn, médecin généticien, qui nous parlera de la place de la science dans la société. Enfin, permettez-moi de remercier le conseil départemental et la municipalité de Clermont-Ferrand qui nous ont cette année encore apporté leur soutien. Je remercie les membres du conseil scientifique et en profite pour excuser le professeur Godard, retenu à Marseille, le docteur Lebrand qui n'est pas parmi nous ce soir en raison d'un heureux événement. Et puis j'adresse enfin un merci chaleureux aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux adhérents d'Infiniscience. Victor Hugo disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas ». Alors ce soir, Infiniscience vous propose d'écouter ce que nous dit la nature à travers la conférence d'un de ses défenseurs, Jean Jouzel. Alors Jean Jouzel, vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique depuis 1995. Vous avez commencé votre carrière scientifique en 1974 par la défense de votre thèse de doctorat et vous m'avez appris cet après-midi que vous l'aviez faite en partie à Clermont-Ferrand. Thèse de doctorat qui portait sur l'impact des propriétés de l'eau sur la constitution de grêlons.
Vous avez ensuite travaillé à Saclay, puis à Grenoble, avant de diriger entre 2000 et 2008 l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes un spécialiste reconnu du paléoclimat, cette science qui permet de connaître les climats terrestres passés par l'analyse de la glace. Vous avez notamment travaillé à partir des glaces de l'Antarctique et du Groenland. Votre carrière a été régulièrement récompensée, notamment en 2002, lorsque le CNRS vous décerne sa médaille d'or, et surtout en 2012, lorsque vous recevez le prix de la Fondation Vetlesen, l'équivalent de la médaille Fields ou du prix Nobel pour les sciences de la Terre et de l'univers. Votre expertise mondialement reconnue vous a emmené à intégrer le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mieux connu sous l'acronyme GIEC, groupe dont vous étiez vice-président de 2002 à 2015. Et c'est à cette époque, en 2007 plus précisément, que le GIEC se voit décerner le prix Nobel de la paix pour, et je cite le collectif Nobel, ses efforts dans la collecte et la diffusion des connaissances sur les changements climatiques provoqués par l'homme et pour avoir posé les fondements des mesures nécessaires à la lutte contre ces changements. Tout au long de votre carrière, vous n'avez cessé d'interpeller les responsables politiques et le grand public sur les dangers du réchauffement climatique. Et vous avez à ce titre publié en 2015, avec Olivier Noyas, le livre « Quel climat pour demain ? 15 questions-réponses pour ne pas finir sous l'eau », un livre que je recommande à tous de lire. Voilà, je pense qu'il est temps pour moi de conclure cette introduction et je vous souhaite de passer à tous une très belle soirée en compagnie de Jean Jouzel. Merci. Merci à vous tous. Merci à Nicolas. C'est vrai qu'il mérite d'être applaudi. Merci parce que je partage avec Nicolas cette nécessité de transmettre. Je suis bien sûr scientifique, nous sommes scientifiques, et cette nécessité d'interagir, de transmettre ce que l'on fait dans nos laboratoires est vraiment très important. Alors merci à Infiniscience, à tous ceux qui ont organisé cette soirée, puis à vous tous. C'est très agréable d'avoir, disons, beaucoup de monde présent pour échanger sur un problème. Enfin, c'est un véritable problème quand même. Alors, ça se termine par une question. Bon, vous aurez la réponse à la fin. L'objectif de degré reste-t-il à notre portée? C'est très difficile, c'est vrai, et nous en parlerons et j'essaierai de répondre à vos questions. Alors, je pense que c'est intéressant de vous redire un peu, de revenir un peu en arrière. Nicolas l'a un peu évoqué. Voilà, donc en fait, moi j'ai commencé ma thèse en 1968 et je crois que le premier voyage que j'ai fait c'est à Clermont-Ferrand, puisque mon directeur de thèse était M. Soulage, voilà, qui était spécialiste de physique de l'atmosphère aux lampes, qui existe toujours. Voilà, et donc c'était une thèse sur la formation de la grêle. Pendant cette thèse sur la formation de la grêle, je rencontre un glaciologue, Claude Lorius, parce que donc j'analysais les grêlons, leur composition isotopique, et Claude Lorius était intéressé par la composition isotopique des neiges polaires, pour la même raison, parce que dans les deux cas, en gros, l'analyse de ces neiges ou de ces glaces nous donne des informations sur leur température de formation. Alors, dans un grêlon, ça nous permet de reconstituer les trajectoires, et dans des carottes de glace, eh bien, ça nous permet de reconstituer les climats passés. Donc Claude Lorius est un glaciologue qui, dont la carrière a été célébrée dans le dernier film de Luc Jacquet, qui s'appelle La glace et le ciel, qui est sorti l'an dernier. Voilà. Et en particulier à travers cette aventure de Vostok, qui nous a valu de partager la médaille d'or du CNRS, et qui a, dans les années 80, contribué à la prise de conscience du lien entre réchauffement climatique, entre climat et effet de serre. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous voyez, ça couvre 180 000 ans. Et vous voyez, la courbe rouge, ce sont les températures. Donc, de gauche à droite, la période présente, toute la période glaciaire très longue, la précédente période chaude, il y a 125 000 ans. Et vous voyez que pendant les périodes froides, eh bien, il y a moins de gaz carbonique, moins de métal, moins d'effet de serre que pendant les périodes chaudes. Ça a permis de montrer ce lien entre climat et gaz à effet de serre. Je redirais d'ailleurs que l'origine de ces cycles glaciaires interglaciaires n'est pas liée au gaz à effet de serre, mais l'origine elle-même, c'est la position de la Terre sur son orbite. Et disons, les premiers à prendre conscience du danger, je dirais, des conséquences futures du réchauffement climatique, ce sont les modélisateurs. Dans les années 70-80, eh bien, on commence à faire des modèles climatiques qui permettent
de représenter le rythme des saisons. Ce sont les mêmes équations que dans des modèles météorologiques, dans tout ce qu'on voit tous les soirs, simplement. On les fait tourner sur des périodes beaucoup plus longues, l'année, le siècle, l'année, la décennie, le siècle. Et on ne tient pas compte simplement de l'atmosphère, mais aussi de l'interaction avec l'océan, avec les calottes glaciaires. Donc ces modèles, en fait, dès dans les années 70-80, montrent de façon claire que si on double les quantités de gaz carbonique, et ça c'est envisagé pour la deuxième partie du XXIe siècle, et ça reste malheureusement vrai, eh bien nous irons vers des réchauffements compris entre 1,5 degré et 4,5 degrés. C'est vraiment un message très clair qui ne s'est pas beaucoup modifié depuis et qui en fait interpelle tout de suite les politiques qui créent le GIEC en 1988. Donc nous en parlerons et de ses résultats. Mais une première chose, alors de quoi parle-t-on ? Pourquoi s'inquiète-t-on ? Eh bien parce que par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère. Alors l'effet de serre, c'est quelque chose de relativement simple. Le rayonnement solaire nous arrive sans trop de problèmes par temps clair. Il y a une partie qui est absorbée par l'ozone, heureusement, et puis il est réfléchi à la surface de la planète, et une partie du rayonnement réfléchi est absorbée par les gaz à effet de serre. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'agissons pas directement sur la quantité de vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère. Nous agissons indirectement, puisque le réchauffement qui s'est déjà mis en route se traduit également dans l'océan. L'océan se réchauffe, il y a plus d'évaporation, et on observe déjà dans l'atmosphère qu'il y a dans l'atmosphère quelques pourcents de plus de vapeur d'eau qu'il y a une vingtaine d'années. C'est une observation qui résulte du réchauffement de l'océan. Mais ce n'est pas, disons, par nos activités directes, irrigation ou bien traînée d'avion, on ne modifie pas la composition, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on modifie ? Eh bien, ce qu'on modifie... Alors, l'effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique en soi. Donc, s'il n'y avait pas d'effet de serre, on ne serait pas là, il ferait moins 20 degrés. Ce qui nous inquiète, c'est son augmentation. Augmentation de 40% pour les gaz carboniques, plus que doublé pour le méthane, augmentation de 20% sur le protoxyde d'azote depuis 200 ans. C'est vraiment, il est indéniable que ces augmentations sont liées aux activités humaines qui se sont développées avec, l'ère industrielle. Alors, de quoi parle-t-on là aussi ? Eh bien, quand on parle de gaz à effet de serre, le gaz carbonique est le premier gaz à effet de serre. Il est émis à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, mais aussi du bois. L'avantage du bois, c'est que, le gaz carbonique est réabsorbé lorsque la végétation se reforme, mais aussi quand on fabrique du ciment. Le méthane, je ne vais pas être assez rapide, c'est quand la matière organique se décompose dans l'absence d'oxygène. C'est le cas dans des marais, dans des tas de fumier, dans des déchetteries, mais aussi, bien sûr, dans les panses des ruminants. Le protoxyde d'azote, c'est largement lié aussi, c'est lié en partie aux pratiques agricoles. Aussi, quand on extrait des combustibles fossiles, on en produit un peu aussi. Donc, ce que je veux dire simplement, les émissions de gaz à effet de serre sont extrêmement bien répertoriées, documentées par pays, par secteur économique, par type de gaz à effet de serre. C'est très bien suivi. On suit la concentration dans l'atmosphère. Actuellement, on a plus de 400 parties par million dans l'atmosphère. Par exemple, au sommet du Pisdone, il y a une équipe d'ailleurs de notre laboratoire qui mesure de façon continue le méthane, le gaz carbonique, le méthane, tout cela c'est suivi. Il y a des variations saisonnières, mais on voit bien cette augmentation, cette tendance. Chaque année, il y a plus de gaz carbonique, plus de méthane actuellement que l'année précédente. Ça se traduit de façon assez simple. On a augmenté le chauffage. On a plus de chauffage, on a plus de chaleur disponible pour chauffer l'atmosphère, l'océan et les glaces, ce qu'on appelle les composantes du système climatique. En gros, on a augmenté depuis 200 ans le chauffage d'à peu près 1%, parce qu'il y a aussi un petit effet lié à la pollution qui a plutôt tendance à contrecarrer ce réchauffement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de façon certaine ? C'est qu'on a augmenté le chauffage. Et en fait, cette augmentation de chauffage, on la voit dans différents indices, dont les températures. Un point qui est important, que j'aime bien souligner ici, c'est qu'on va bien sûr regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, mais l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. Donc, il nous faudra aussi regarder ce qui se passe dans l'océan. Mais avant cela,
disons que, bon, on est en 88, eh bien, c'est une décision des politiques de mettre sur pied le GIEC. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme d'une certaine façon, disent il y a un problème, les politiques réagissent, mettent en place le GIEC, ce groupe de travail, dont l'objectif n'est surtout pas de faire des recommandations aux décideurs politiques. L'objectif du GIEC est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Donc, où ces décisions sont-elles prises ou devraient-elles être prises? C'est dans la Convention climat. Qu'est-ce qui se passe? Le premier rapport du GIEC, et dans le premier rapport du GIEC, les chiffres sont clairs. Dans le premier rapport du GIEC, on dit de façon claire qu'on risque d'aller vers un réchauffement de 3 degrés avant 2100 et une élévation du niveau de la mer de 65 cm, jusqu'à 65 cm. En fait, les chiffres ne sont pas beaucoup modifiés. Donc, tout était là dans le premier rapport du GIEC. La réaction des décideurs politiques est assez rapide, finalement, puisque la Convention climat est mise sur pied en 1992 au sommet de la Terre, avec un objectif simple de stabiliser les émissions, de stabiliser le niveau de gaz à effet de serre. En gros, on ne peut pas continuer comme ça à augmenter le chauffage en espérant qu'il ne se passe rien. C'est le message, ce message-là passe très bien. Donc il y a aussi 2 autres conventions sur la biodiversité, sur la désertification qui sont importantes, mais qui ont un peu plus de mal à se mettre en route. De façon très claire, on comprend tout de suite que si on veut stabiliser l'effet de serre, donc le premier gaz à effet de serre, c'est largement le gaz carbonique qui joue pour 75% dans l'augmentation de l'effet de serre chaque année, le méthane plutôt 15%. Voilà, donc il faut stabiliser les quantités de gaz carbonique et d'autres gaz dans l'atmosphère. Et pour cela, si on regarde le gaz carbonique à l'époque, eh bien on en est à 40 milliards de tonnes chaque année de gaz carbonique à peu près, ou 42. En 90, on était plutôt vers 25 ou 30, enfin un peu moins de 30 milliards de tonnes. Et eh bien, à peu près la moitié est restée dans l'atmosphère. Un quart est absorbé par la végétation, est utilisé par la végétation, et à peu près un autre quart, ou un gros quart, va dans l'océan. Donc chaque année, on ajoute du gaz carbonique dans l'atmosphère, et on comprend bien que pour stabiliser les quantités, eh bien, il faut diminuer les émissions. Et ça, les politiques le comprennent assez rapidement, puisque donc la Convention climat se met en place, c'est ce qu'on appelle les COP. La 95, la première COP est à Berlin, et dès la 3e à Kyoto, eh bien, dès la 3e, il y a cette idée que la Convention climat demande aux pays développés, c'est le message des scientifiques, de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% sur la période 2008-2012. Le protocole de Kyoto était bien dimensionné à l'époque, c'est ce qui est important, je pense, de rappeler. Il était bien dimensionné, s'il était allé à son terme, eh bien, je crois que nous ne serions pas où nous en sommes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, c'est George Bush qui est élu, et George Bush fils, puisque George Bush père avait été largement à l'origine du GIEC, c'est assez intéressant. Mais son fils, lui, n'a pas suivi sur ses traces, et le fait que les États-Unis... Alors, ils n'avaient pas ratifié, on n'est pas dans le même cas de figure qu'aujourd'hui avec Donald Trump, mais ils n'ont jamais signé, ils ne s'y sont pas engagés, et c'est clair que le protocole de Kyoto n'a pas atteint vraiment ses objectifs. Donc, il y a donc les conférences des parties ne sont pas toutes égales. Il y a les conférences où il y a normalement un accord, où on espère un accord, et donc ces 3 conférences, je dirais, emblématiques, dont les noms vous sont probablement familiers, celle de Kyoto, Copenhague, 2009, c'est un échec. C'est un échec. Alors on est en 2009 et tout le monde est d'accord pour que... il est important, le protocole de Kyoto se termine en 2012, il est donc important de mettre sur pied un accord à partir de 2013 et tout le monde, reconnaît qu'il faut le mettre en place dès 2009. Mais en fait, c'est un échec, puisque dans cette seconde phase du protocole de Kyoto, il n'y a pratiquement que l'Europe et quelques autres pays qui sont engagés de façon contraignante, et ça ne représente que moins de 15% des émissions. L'Europe est engagée avec des objectifs 3 x 20, la diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité énergétique de 20% et au moins 20% de renouvelables. Donc, Copenhague est un échec, mais c'est pas un échec. Disons, il y a quand même des choses qui se sont passées, et une chose très importante qui va être au cœur de la... En fait, 2 chiffres qui sont au cœur de la conférence de Paris, qui est la conférence suivante importante.
c'est à partir de Copenhague que l'on passe d'un objectif qualitatif. Dans le protocole de Kyoto, il s'agissait simplement de stabiliser l'effet de serre, mais sans objectif chiffré. Et là, à partir de Copenhague, il y a un objectif chiffré sur, non pas, enfin on y reviendra, c'est équivalent, mais sur la température qu'il faudrait ne pas dépasser à long terme, ne pas dépasser suite aux activités humaines. Et puis il y a la promesse faite par les pays développés de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars chaque année de façon à les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. Alors, donc, là aussi, c'est, je dirais, un problème d'agenda. Disons, on est, bien sûr, il n'y a pas d'accord pour l'après 2020, il y a un accord boiteux d'ici 2020, ce que je vous ai dit, suite Copenhague, on est dans l'accord de Copenhague. Et là aussi, tous les pays, puisque tous les pays de la planète sont membres, disons, de la Convention climat, eh bien, tous les pays se mettent d'accord. C'est en 2015 qu'on doit signer un accord qu'on espère ambitieux pour l'après 2020. C'est ça l'accord de Paris, sur lequel je reviendrai, mais je pense qu'il est intéressant de revenir un peu sur les résultats, parce que, en fait, cet accord de Paris s'est complètement appuyé sur le 5e rapport du GIEC, dont je vais maintenant vous dire quelques mots. En fait, donc, on va d'abord regarder ce réchauffement, on en parle, mais bon, il faut aussi le visualiser. Je pense que c'est intéressant. Donc là, vous avez donc les températures, depuis le milieu du siècle. Là, en fait, depuis le début du XXe siècle, les températures ont augmenté en moyenne globale de 1 degré. Donc vous voyez là, les 3 dernières années ont été des années records. Alors, il y a une caractéristique, les années les plus chaudes. Alors, les années rouges, ce sont celles où il y a un phénomène El Niño, c'est-à-dire qu'une partie du Pacifique, c'est un phénomène qui survient naturellement. Une partie de l'océan Pacifique, c'est lié aux échanges océan-atmosphère, une partie est vraiment plus chaude que sa valeur moyenne. Ça peut être jusqu'à 3-4 degrés plus chaude que la valeur moyenne dans certains cas. Des phénomènes El Niño très prononcés, comme celui de 2016, celui de 1998. Et donc ces années El Niño, ça se reflète sur la température moyenne globale et sont généralement au-dessus de la tendance. A l'inverse, ces années El Niña, c'est le contraire. On va peut-être aller vers une année El Niña en 2018. Il y a un El Niña qui est en train de se former. C'est une partie du Pacifique. Il y a la réaction qui est plus froide que sa valeur moyenne. Tout ça, ça existait avant les activités humaines, le phénomène El Niño. Et puis il y a des années intéressantes aussi. C'est les années où il y a, disons en gris, ce sont les années où il y a des explosions volcaniques. Le mont Agung, par exemple, en 63, ou le Pinatubo en 91. Ou 92, 91, 92, et où on voit que ces années, eh bien, il y a un refroidissement aussi par rapport à la moyenne, disons, ce sont des années plus froides que ce à quoi on s'attend avec la tendance, parce que toutes ces poussières qui sont envoyées dans la stratosphère participent à un réchauffement qui dure 1 ou 2 ans et qui de quelques dixièmes de degrés. Donc on a cette image, le réchauffement est bien documenté dans l'atmosphère, il n'est pas homogène, il est pratiquement 2 fois plus rapide dans l'Arctique, vous voyez, les couleurs sont plus foncées, il est un peu moins rapide dans l'océan parce que l'océan a du mal à suivre, mais l'océan se réchauffe en surface et maintenant, alors pas complètement encore l'océan profond, mais les centaines de premiers mètres de l'océan sont en train de se réchauffer. Alors, ce réchauffement est bien là, mais surtout, ce que je vous ai dit, ce qu'il faut faire évidemment, c'est aller voir ce qu'il se passe dans l'océan. Il est bien là dans l'atmosphère et dans l'océan, il n'y a vraiment pas photo. Ce qu'on observe dans l'océan, c'est l'élévation du niveau de la mer. Le niveau de la mer s'élève de 3 mm chaque année, ça s'est accéléré au cours des dernières décennies. De ces 3 mm ou un peu plus, il y a déjà 1 mm qui est lié à l'expansion thermique. Simplement, l'océan se réchauffe, il se dilate. Vous voyez en haut à gauche, on voit la chaleur rentrer dans l'océan. C'est l'essentiel de la chaleur liée à l'augmentation de l'effet de serre qui va dans l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate et ça joue à peu près pour 1 mm chaque année. Ensuite, il y a à peu près 1,5 mm ou un peu plus, disons l'essentiel du reste, pour faire simple, est lié à la fonte des glaces. Alors, soit les glaciers de nos régions ou les glaciers tempérés, ceux des Alpes contribuent très peu, mais c'est vrai pour l'Himalaya, pour les Andes, disons pour les Rocheuses, où les glaciers partout diminuent, et ça contribue aussi à l'élévation du niveau de la mer, mais surtout, depuis maintenant une vingtaine d'années, ce n'était pas le cas dans les années 80, le Groenland perd de la masse. Par exemple, dans le Groenland, ces rivières de glace qui amènent la glace depuis le centre du Groenland jusque dans l'océan Atlantique ont vu leur vitesse d'écoulement multipliée par 2. Il y a plus de fonte aussi dans les régions côtières.
Le Groenland contribue pour pas loin d'1 millimètre chaque année, et il y a une partie de l'Antarctique qui contribue aussi, c'est l'Antarctique de l'Ouest, c'est-à-dire cette partie de l'Antarctique qui est au sud de l'Amérique du Sud. Si vous regardez une carte, eh bien là aussi, il y a une contribution, disons, cette partie perd de la glace et contribue à l'élévation du niveau de la mer. Ce que je veux dire pour faire simple, eh bien, c'est que quand on regarde le niveau de la mer, c'est effectivement la conjonction de deux indicateurs, réchauffement de l'océan, fonte des glaces, qui eux-mêmes témoignent du réchauffement climatique. C'est ça qui est très fort, malheureusement, je dirais, parce que l'élévation du niveau de la mer, c'est peut-être un indicateur intéressant, mais c'est surtout beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes à l'avenir potentiels. Enfin, on en reparlera. Et puis, vous voyez, en bas à droite, eh bien, c'est la banquise. La banquise, elle est minimale à la fin de l'été, à peu près le 15 septembre. Eh bien, il y a au début du siècle, il y avait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. La banquise, c'est la glace de mer. Il y avait 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 18 fois la France métropolitaine, recouverte de glace de mer dans l'océan Arctique à la fin de l'été. Elle se reforme ensuite, mais maintenant, c'est plutôt autour de 4-5 millions de kilomètres carrés. Il y a 2 fois moins de glace de mer à la fin de l'été qu'il y avait au début du siècle dernier. Donc tout cela nous fait dire que le réchauffement climatique est sans équivoque. Il est aussi sans précédent, au moins à l'échelle du millénaire. Quand on vous parle de ces réchauffements, disons, d'Éric le Rouge, du Groenland et tout ça, c'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu plus clémentes au début du millénaire, mais localement, régionalement. Mais quand on regarde la moyenne sur l'hémisphère nord, on démontre de façon très claire que les 30 dernières années ont été les plus chaudes que notre planète ait jamais connues depuis au moins 1400 ans. Donc qu'on ne vienne pas dire, disons, bien sûr, à l'inverse, qu'on ne vienne pas dire que, disons, il y a eu vraiment des périodes très récentes plus chaudes qu'aujourd'hui. À l'inverse, il y en a eu des plus chaudes qu'aujourd'hui, il y a 125 000 ans, et même il y a des périodes très très chaudes, 10 degrés plus chauds qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 50 millions d'années. Il y a eu des changements climatiques tout le long de l'histoire de la planète de façon tout à fait naturelle. Alors la question suivante, justement, elle se pose, puisque de façon naturelle, il y a des changements climatiques, il y a des refroidissements, des réchauffements. Là, on parle d'un réchauffement de 1 degré, et donc la question est tout à fait légitime. Vous nous dites que le chauffage augmente, vous nous dites que la température augmente, mais ça ne veut pas dire qu'il y a relation de cause à effet. Et ça, c'est tout à fait exact. Donc, il faut établir, disons, une des tâches, on parle d'attribution du réchauffement climatique. Beaucoup d'équipes, y compris en France, en particulier à Météo France, eh bien, c'est leur travail depuis depuis une trentaine d'années, de voir, non seulement d'observer le réchauffement climatique, mais de voir si on peut l'attribuer déjà aux activités humaines. En fait, la réponse s'est progressivement affermie. Dans le premier rapport du GIEC, on disait on ne sait pas. Dans le second rapport du GIEC, on disait peut-être, plus de 2 chances sur 3. Dans le troisième, probablement, plus de 9 chances sur 10 que le réchauffement climatique est déjà lié aux activités humaines. Dans le quatrième rapport, très probable. Et puis, voilà, et dans le cinquième rapport, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle très probablement, donc c'était probable, extrêmement probable, très probable, extrêmement probable, 95 chances sur 100. Et le cinquième rapport est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il a fait la part entre ce qui pouvait être lié aux activités humaines et ce qui pouvait être lié aux causes naturelles du climat. Eh bien, quand on regarde, vous voyez là, en fait, le travail s'est surtout fait sur les 60 dernières années, à peu près, depuis les années 50. Le réchauffement est de l'ordre de 2 tiers de degré, un peu plus qu'1,5 degré en noir. En fait, l'effet de serre tout seul, on s'attendrait plutôt à un réchauffement plus important, voisin de pas loin de 1 degré. Mais une partie de ce réchauffement est contrecarrée par la pollution au sens vraiment trivial du terme, qu'elle soit automobile, qu'elle soit disons, liées à des centrales à charbon en Chine, par exemple, ou à l'activité industrielle, ou bien, la pollution urbaine en général, eh bien, cette pollution, il y a contrecarre une partie du réchauffement climatique, à peu près 20%. Et quand on regarde, eh bien, en orange, la combinaison de ce qu'on peut attribuer aux activités humaines, c'est à peu près de la même amplitude que, bien sûr, il y a aussi des incertitudes, que ce que l'on observe. Et en fait, à l'inverse, ce qu'on pourrait appliquer aux causes naturelles sur cette période, eh bien, la variation de l'activité solaire, il y a effectivement des variations de l'activité solaire, mais elles sont très faibles. Quand on parle de 3 watts par mètre carré pour l'augmentation de l'effet de serre, on va parler de dixièmes de watts par mètre carré pour la variabilité de l'activité solaire. Et le résultat net, eh bien, c'est qu'on ne peut pas expliquer par l'activité solaire plus de 1/10 de degré
On ne parlerait même pas de réchauffement, puisque sur les 30 dernières années, l'activité solaire a plutôt en moyenne légèrement diminué. Donc, s'il n'y avait pas de contribution humaine, on s'attendrait plutôt à un léger refroidissement. Donc, d'où cette conclusion qui est très claire pour nous, qu'une large part du réchauffement climatique est due aux activités humaines. Nous sommes vraiment dans un monde dont nous avons modifié le climat, dont nous sommes en train de modifier le climat par nos activités. Donc, l'avenir dépend de nous. Alors, bien sûr, je vous ai parlé de modèles climatiques au départ, ce sont des outils indispensables. En France, nous avons deux équipes, l'Institut Pierre-Simon Laplace, que j'ai eu le plaisir de diriger, et c'est dirigé maintenant par Hervé Le Treut, et puis un Météo France, et d'ailleurs on travaille beaucoup ensemble, il y en a une vingtaine de par le monde. Et bien, ceux qui le font, ils développent des modèles de plus en plus complets, de plus en plus sophistiqués, avec des mailles de plus en plus petites, avec une résolution de plus en plus fine, mais le résultat est toujours le même. Il est exactement celui qu'on attend. De façon, je dirais malheureusement, eh bien, le résultat est simple, plus on émet de gaz à effet de serre, plus le réchauffement va être important. Alors c'est ce qui illustre, alors à partir des résultats des modèles, mais vous voyez, c'est ce qui illustre, bien sûr, les résultats des modèles nous permettent de montrer la géographie du réchauffement. Vous voyez, mais on va parler de deux types de scénarios. Un scénario émetteur, celui où on ne fait rien, pour lutter contre le réchauffement climatique, en rouge. Eh bien, ce scénario émetteur nous emmène à la fin du siècle vers des réchauffements de 4 à 5 degrés. Bon, ça c'est pas effrayant au départ, mais il faut savoir que 4 à 5 degrés, c'est le réchauffement que notre planète a connu entre le dernier maximum glaciaire et le début de la période chaude dans laquelle nous vivons actuellement, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Donc il faut bien comprendre qu'on est en train, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est ce scénario, ne rien faire, eh bien nous allons vers des changements extrêmement rapides et importants. Et vous voyez aussi que ce n'est pas stabilisé à la fin du siècle dans ce cas-là. On pourrait aller vers 6-8 degrés de réchauffement à la fin du siècle prochain. Alors, que se passe-t-il? Je vais essayer d'illustrer les conséquences du réchauffement climatique dans ce cas. Dans ce cas, rien ne serait fait à la fin du siècle. Alors, vous voyez, il y a 5 catégories de conséquences avec une classification, disons, indétectable, moyen, élevé, très élevé. Donc, je vais vous parler de ces conséquences, mais vous voyez aussi que le réchauffement n'est pas homogène, il est plus important quand c'est 4 à 5 degrés. C'est ce qu'on observe déjà actuellement. Dans un climat plus chaud, bien c'est ce qu'on observe déjà. Il sera plus important dans les régions de l'Arctique, plus important sur les continents, moins important sur l'océan. Alors, quelles sont ces conséquences dont on parle? Alors, beaucoup vous sont familières. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont ici s'intéressent à ces problèmes de, disons, en gros, la vie de notre nature, de tout ce qui nous entoure, et le climat en est une chose, et ce que je vous dirais, c'est que le climat n'est pas bien sûr le seul problème environnemental auquel nous devons faire face. Alors tous les voyants sont au rouge, de quoi s'agit-il? Alors dans la première catégorie, par exemple, il y a l'acidification de l'océan. Alors un des problèmes, c'est que le gaz carbonique est un acide faible, ça n'a rien à voir avec sa propriété d'effet de serre. Chaque année, on met à peu près un gros quart de nos émissions de gaz carbonique vont dans l'océan. Alors c'est bien d'une façon parce que ça limite l'augmentation dans l'atmosphère. Malheureusement, c'est aux dépens de l'océan. L'océan s'acidifie. Son acidité est 30 fois plus importante, 30% plus importante qu'au début du siècle dernier. Et à la fin du siècle, dans cette hypothèse de scénario émetteur, elle aurait pratiquement doublé. Alors ce n'est pas tellement grave pour toutes nos activités. Alors, on pourra toujours aller se baigner, c'est un acide très faible. Malheureusement, tout ce qui est formé de calcite, de calcaire, que ce soit les coquillages qu'on aime bien, les coquilles, ou les récifs coralliens, eh bien, ont plus de mal à se former. Et donc, comme les récifs coralliens sont déjà mis à mal parce qu'ils n'aiment pas les changements de température, ils sont habitués à une plage de température extrêmement étroite. Alors, si on leur change leur température, il y en a qui résistent bien, il y a certainement une capacité d'adaptation, mais on voit bien que, disons, combiné avec l'acidification de l'océan, vraiment, les récifs coralliens sont en danger si vraiment on allait vers un doublement de l'acidité de l'océan et des réchauffements importants. Donc les extrêmes climatiques, dans la deuxième catégorie, on pourra en reparler, donc on en parle, disons, presque tous les jours, des périodes de sécheresse, des inondations, des cyclones et des inondations, et des fois on a vu au Texas, autour de Houston, c'est très lié, ça peut être très lié, des canicules, donc j'ai été très surpris disons qu'on m'a contacté au milieu de l'été pour dire que l'été 2017 avait été le deuxième été le plus chaud en France après 2003, parce que moi je l'ai vécu
disons en Bretagne, en Normandie, où c'était vraiment pas le cas, je vous assure. Mais effectivement, ici, et puis dans tout le sud de la France, il a fait extrêmement chaud, vraiment chaud sur des périodes assez longues. Ça a été assez long, et résultat, eh bien, l'été 2017 a été un été chaud, le deuxième le plus chaud depuis 150 ans. Donc voilà, donc surtout, on voit bien, les étés sont plus précoces, ils sont plus tardifs. Plus précoces, par exemple, sur le pourtour méditerranéen, c'était déjà très chaud au mois de juin, avec des conséquences sur les feux de forêt. Quand on regarde, à la fois, il y avait combinaison de sécheresse et de températures supérieures à 40 degrés au Portugal, et il y a eu effectivement des feux de forêt qui, dans ce cas-là, ont fait quand même, je crois, plus de 60 victimes. Donc on voit bien que ça peut être aussi très dangereux. Alors, disons, c'est en gros, de façon un peu schématique, les extrêmes climatiques, et je vous l'illustrerai tout à l'heure, ont tendance à devenir plus extrêmes dans un climat plus chaud. Alors, les populations, c'est important parce que, disons, les populations, alors c'est les réfugiés climatiques, alors c'est toujours très difficile et le GIEC met bien le point de savoir vraiment l'origine, la cause première entre économique, politique, climatique, mais il est clair qu'on voit bien que le climat dans certaines régions rendra la sécurité alimentaire extrêmement difficile. L'élévation du niveau de la mer mettra aussi des difficultés dans certaines populations côtières, donc il y a bien matière, dans certaines régions tropicales équatoriales en tout cas, matière à réfugiés climatiques en nombre croissant avec le réchauffement climatique. Alors, les ressources en eau, peut être un véritable problème dans certaines régions parce que, en gros, il y a, disons, j'en reparlerai, mais voilà, je vous montrerai l'exemple du pourtour méditerranéen où vraiment il y aura moins de précipitations, plus d'évaporation, la sécurité alimentaire et puis la sécurité aussi au sens sécuritaire du terme. Par exemple, le GIEC parle de possibilités de conflits violents dans le cadre de réchauffement climatique important, liés par exemple à l'accès à l'eau, mais aussi, quand on regarde le passé récent, beaucoup de politiciens, de géopoliticiens attribuent au moins une partie des problèmes de la Syrie au fait qu'il y a eu des années de sécheresse, 1 million d'habitants qui doivent, migrer des campagnes syriennes vers les villes syriennes, et d'après certaines personnes, il y a beaucoup de discussions aussi chez les spécialistes de géopolitique dans ce domaine, mais le réchauffement climatique, la sécheresse dans ce cas-là, en tout cas le climat, et c'est ce à quoi on s'attend dans ces régions de façon répétée, a pu jouer un rôle dans l'instabilité de la Syrie. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes, mais c'est cité, et en tout cas, le GIEC cite de façon très claire les risques de conflits violents comme un des problèmes les plus importants. Je ne l'ai pas cité là, mais un des premiers points pour moi, c'est l'un des premiers risques du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités et particulièrement le fait que les couches pauvres de la population seront les plus touchées. En fait, c'est vrai, il suffira de regarder après un cyclone comme Harvey, ou même à Saint-Martin, après Irma, les populations les moins aisées de la population, les couches les moins aisées de la population auront plus de mal à s'en remettre. C'est un sujet qu'on a traité au Conseil économique, social et environnemental. On a traité ce problème sur le terme de justice climatique. Et ce qui est important, c'est que ce risque d'accroissement des inégalités vaut aussi pour les pays développés, y compris pour des pays comme la France. Et c'est vrai qu'il faudrait, trouver des mesures qui permettent, pour le moins, que le réchauffement climatique n'exacerbe pas n'accroisse pas les inégalités. On ne peut pas espérer les gommer, mais c'est un véritable problème, l'accroissement des inégalités par rapport au réchauffement climatique. Alors ensuite, je vais être assez rapide, alors il y a beaucoup d'autres phénomènes environnementaux qui sont par eux-mêmes des problèmes, la perte de biodiversité, la modification rapide des écosystèmes, la pollution qui peut poser problème, les problèmes de santé. Bien, pour faire bref, tous ces problèmes existent par eux-mêmes, mais sont exacerbés par l'accroissement de la température. Et puis les phénomènes irréversibles, le niveau de la mer, la fonte du permafrost. Alors, je vous parle de quelques-uns. Donc le niveau de la mer, dans le cas d'un scénario
scénario, disons, émetteur, eh bien, on pourrait aller jusqu'à 1 mètre pas loin d'ici la fin du siècle. Certains n'en pensent même plus. Et une fois que c'est parti, bien, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on pourrait, à échelle millénaire, le Groenland est à risque si on a un réchauffement climatique supérieur à 2-3 degrés pendant des siècles, eh bien, et le Groenland pourrait fondre, et ça équivaut à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, à long terme, pas à l'échelle séculaire. Donc ça illustre le risque de perte de biodiversité. Vous ne regardez pas les détails, mais là, il y a 8 catégories faune ou flore. Eh bien, le trait rouge, c'est la vitesse de déplacement du climat. Pour chaque catégorie, vous avez leur capacité de déplacement. Eh bien, on voit que pour la moitié des espèces, par exemple, disons les arbres, là aussi les rongeurs, eh bien, pour la moitié des espèces, leur 4 sur 8, eh bien, leur vitesse de déplacement est inférieure, leur capacité de déplacement est inférieure à la vitesse de déplacement du climat dans la deuxième partie du XXIe siècle. Donc on comprend bien que, alors il y a d'autres causes de perte de la biodiversité, bien entendu, mais on comprend bien qu'un réchauffement climatique rapide mettra encore plus à contribution la biodiversité. Les rendements agricoles, on a toujours le sentiment qu'il y a des régions qui gagnent, ce qui est vrai. En termes de productivité agricole. Vous voyez les régions bleues là en haut à gauche, donc alors on commence sur la prochaine décennie. Alors les régions qui gagnent sont en bleu, celles qui perdent c'est plutôt dans les régions où il y a moins de précipitations, plus de sécheresse. Donc celles qui gagnent, on va penser aux régions, disons par exemple au sud de certaines régions sibériennes ou en montant de plus en plus vers le nord. Bon, il y a effectivement des régions qui peuvent être cultivées, qui ne l'étaient pas avant. Donc les régions qui perdent et les régions qui gagnent sont à peu près équilibrées lorsque le réchauffement est limité, mais à la fin du siècle, avec un réchauffement relativement important, eh bien, les régions qui perdent en termes de productivité agricole prennent nettement le pas sur les régions qui gagnent. Donc le réchauffement climatique, disons globalement, est négatif vis-à-vis de la productivité agricole. Voilà, donc on va passer sur la France. En France, eh bien, l'année la plus chaude, c'est 2014, c'est pas 2016. Voilà, toutes les années récentes ont été relativement chaudes, elles sont à droite. 2014 en fait, l'été a été extrêmement, disons, sans grand intérêt. Personne n'a trouvé qu'on a eu un bel été. Par contre, en 2014, on a eu un hiver exceptionnellement doux et un automne exceptionnellement doux également, ce qui explique que 2014 soit l'année record. Le réchauffement en France, pas de surprise, quand on décline les réchauffements que je vous ai montrés, eh bien, si vous regardez le scénario émetteur à droite, ce sont des simulations avec le modèle de Météo France. Vous voyez aussi des réchauffements de 4 à 5 degrés, un peu plus prononcés sur l'est et le sud de la France que sur la partie ouest et la partie atlantique. Donc évidemment, avec un scénario moins émetteur, le réchauffement est moins important. Alors c'est intéressant de regarder des valeurs moyennes sur les 30 dernières années de ce siècle, mais c'est peut-être plus parlant, en tout cas, alors c'est peut-être aussi, malheureusement, je dirais plus parlant si on regarde année par année. Donc là, c'est pour l'Île-de-France, donc on regarde les étés successifs dans une modélisation qui court sur un siècle. En haut, ce sont les étés avec un scénario émetteur, les points rouges. Disons en bas, à gauche, on a déjà les données jusqu'en 2003, là on ne les a pas reportées après, ce qui n'est pas très grave. Donc vous voyez, en fait, 2003, qui a été l'année la plus chaude que nous ayons connue, l'été le plus chaud, était 3 degrés plus chaud que la référence, on prend un été moyen du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, dans ce scénario, à partir de 2060, pratiquement tous les étés sont plus chauds que 2003, et les étés caniculaires peuvent être à 6 à 8 degrés plus chauds que l'été de référence. On passe dans un autre monde. C'est bien ça qu'il faut voir. Voilà. Et donc, par contre, un scénario moins émetteur, clairement, eh bien, vous voyez que le scénario vert en bas, il n'y a pratiquement pas d'été plus chaud que 2003, y compris à la fin du siècle. On voit bien l'intérêt de lutter contre le réchauffement climatique. Mais mes collègues de Météo France ont récemment fait une étude qui est vraiment très parlante. Alors, ils n'ont pas regardé les étés successifs, mais disons dans chaque ville ou dans chaque station française météo, il y a une température record.
Vous voyez à gauche, eh bien actuellement, pratiquement, où que vous soyez en France, la température. Alors ça peut durer que. Bon, les températures records, c'est évidemment les étés chauds. Le pic des étés chauds, ça ne peut durer que. Ça peut durer qu'un ou 2 jours par an. Hein. C'est bien une température record. Cette température record, elle est pratiquement actuellement de 42 degrés partout. Eh bien, quand vous regardez dans le cas d'un scénario émetteur où il y aurait un réchauffement moyen de 4 à 5 degrés, eh bien, c'est là que vous montre, c'est ça qui illustre bien que les températures extrêmes varient plus que les températures moyennes, hein, s'éloignent plus de la référence. Eh bien, vous pourriez avoir des étés jusqu'à près de 55 degrés sur une large partie de la France, un peu moins de 50 degrés sur la partie ouest, sur le Grand Ouest. Mais vous voyez qu'arriver à des températures, même très ponctuellement, hein, ça n'arrivera peut-être qu'une fois, ça n'arriverait, parce que j'espère qu'on n'ira pas vers ce scénario, ça n'arriverait peut-être qu'une fois, hein, mais ça montre, et si on y ajoute dans les métropoles qui se développent le problème d'îlots de chaleur urbain, hein, par exemple, disons à Paris en 2003, les températures au centre de Paris étaient 4 à 7 degrés plus chauds la nuit qu'elles ne l'étaient dans la grande banlieue ou dans l'Île-de-France. Bon, on voit bien, c'est vraiment là, c'est un véritable problème, ces canicules, disons, et on a vu les problèmes de santé. Je pense qu'on est mieux préparé que l'on l'était en 2003, mais néanmoins, c'est un des problèmes majeurs du réchauffement climatique. Un des autres problèmes, c'est effectivement la diminution des précipitations. Là, c'est pour le pourtour méditerranéen. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hein, donc, en fait, à gauche, il y a la moyenne annuelle, l'hiver, l'été. En gros, en vert, ce sont les régions où les précipitations vont augmenter. C'est vrai pour tout le nord de l'Europe, sans aucun intérêt, hein, sauf d'augmenter le risque d'inondation. Hein, ce sont des régions qui ont déjà assez d'eau, hein, très clairement. À l'inverse, disons, les précipitations diminuent sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et surtout l'été. Donc vous voyez bien à droite, donc les diminutions peuvent aller jusqu'à 50%, les augmentations aussi, mais donc cela conjugué avec une évaporation qui augmente, eh bien ça rend effectif. Bien sûr, ça diminue la quantité d'eau disponible à la fois pour les sols, pour les réserves, hein, bien sûr, d'où des conséquences bien sûr sur l'agriculture, mais aussi sur l'accès en eau, et donc il faut d'ores et déjà, disons, penser à un monde où on pourrait avoir dans ces régions moins d'eau qu'on en a actuellement accessible. Donc ça vaut effectivement pour à la fois le sud de tout le pourtour méditerranéen, aussi bien la partie au nord de la Méditerranée qu'au sud. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, et les politiques l'ont bien compris, puisque c'est l'objectif c'était l'objectif de l'accord de Paris, eh bien, il faut limiter le réchauffement climatique. Bon, alors 2 degrés, c'est peut-être un chiffre un peu magique, mais il faut bien... Et 2 degrés, c'est en gros l'idée que si on réussissait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, alors par rapport au point industriel, on a déjà pris 6 à 8 dixièmes de degré, c'est plutôt 1,5 degré, entre 1 et 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Mais c'est déjà un climat différent, hein, c'est bien ça qu'il faut voir. Eh bien, mais l'idée, c'est que, et on voit bien un peu ici le trait bleu, eh bien, si on reprend ces 5 catégories, les conséquences, c'est un peu schématique, mais elles sont soit indétectables, soit moyennes, sauf peut-être les récifs coralliens qui, à gauche, qui en font partie, qui commencent à, disons, même dans ce cas-là, à être un peu vulnérables. Mais on voit bien l'idée, c'est que si on réussit à maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés, on pourra s'y adapter, au moins pour l'essentiel. Je dis au moins pour l'essentiel parce que, par exemple, l'élévation du niveau de la mer continuera d'au moins 40 cm jusqu'à la fin du siècle, probablement 1 mètre jusqu'à la fin du siècle suivant. Donc là aussi, on a le temps de venir voir, mais bon, même dans ce cas-là, il y aura quand même des changements, disons, substantiels dans les régions côtières. Alors, le problème, bon, évidemment, donc les politiques prennent cette décision, c'est vraiment une décision de la Convention climat, donc des décideurs politiques, au vu des conséquences, évidemment, au vu des rapports du GIEC et éventuellement d'autres rapports qui ont décidé, hein, qui se sont fixés collectivement comme objectif, on va, disons, faire un accord pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à long terme. Donc moi, j'y adhère complètement, mais alors après, ils se retournent vers les scientifiques en demandant qu'est-ce qu'il faut faire si on veut maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. La réponse est simple, elle est vraiment très simple. En gros, il faut changer complètement de mode de développement. Donc, si on veut maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés,
eh bien, on n'a plus de droit d'émettre que 800 milliards de tonnes de gaz carbonique, en supposant que les émissions des autres gaz à effet de serre n'augmentent pas. Et ça, ce n'est pas simple, parce que les autres gaz à effet de serre sont largement liés aux pratiques agricoles, et on imagine bien que, disons, une population qui peut passer d'ici 2050 de 7 à 10 milliards, eh bien, espérer que l'agriculture n'augmente pas ses émissions de méthane et de protoxyde d'azote, c'est peut-être un peu rêvé. Donc, mais avec cette hypothèse-là, donc si les autres gaz à effet de serre augmentent, on a encore moins le droit à émission de CO2. 800 milliards de tonnes de CO2, ça représente deux choses qui sont là. Donc les conditions sont claires. Donc c'est, en fait, on pourrait, si on utilisait toutes les réserves disponibles, on pourrait émettre plus de 5000 milliards de tonnes de CO2. Ça, ce sont les réserves, pas les ressources. Les ressources, c'est en 7 à 8 fois plus important. Donc les réserves, c'est ce qui est accessible avec les conditions technologiques et, je dirais, financières actuelles. C'est ce qui est facilement, en gros, c'est ce qu'on est sûr d'avoir à des conditions, disons, sans révolution technologique. Donc, et là, on tient compte du conventionnel et du non conventionnel. Donc, si on veut rester, c'est moins de 20%, il faudrait laisser plus de 80% des combustibles fossiles facilement accessibles là où ils sont. Ça, c'est une première condition. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est que ces 20 ans, ces 800 milliards de tonnes correspondent à 20 ans d'émissions au rythme actuel. Donc, alors évidemment, 20 ans d'émissions au rythme actuel, on ne va pas faire 20 ans d'émissions au rythme actuel et puis zéro après. Mais disons que s'appuyant sur différents scénarios, donc dont la plupart sont analysés dans le rapport du GIEC, l'accord de Paris s'est organisé autour de 4 étapes, je dirais. La première, alors c'est intéressant de le dire. En gros, les scientifiques disent, si vous regardez les scientifiques, on n'a plus que 3 ans pour agir. C'est-à-dire qu'il faudrait que le pic d'émission des gaz à effet de serre soit en 2020 ou plus tard, et puis que ça décroisse rapidement ensuite. Alors ça se traduit dans l'accord de Paris par il faudrait que le pic des émissions soit le plus tôt possible. C'est pas pareil, on voit déjà bien. Ensuite, on parle donc le GIEC parle vraiment d'une division par 3 au moins par 2, voire par 3 entre 2020 et 2050. Ensuite, arriver à neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et ensuite, on parle même globalement d'émissions négatives. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut trouver un moyen de repomper du CO2 de l'atmosphère. En gros, c'est un des problèmes de notre génération. Nous sommes en train de laisser aux jeunes non seulement un monde auquel ils auront quand même certaines difficultés, dans le meilleur des cas, certaines difficultés à s'adapter, et c'est loin d'être gagné les 2 degrés, et puis en plus, on leur demandera de pomper du CO2. Donc vous voyez l'égoïsme de nos générations. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce qu'on fait depuis 30 ans. Et je le redis, le diagnostic était clairement établi dès le premier rapport du GIEC. Donc voilà, donc stabilisation rapide des émissions, neutralité carbone, émissions négatives. Tout ça, c'est un peu inclus dans l'accord de Paris, dont je vais vous parler maintenant. Ce qui est important, c'est que c'est techniquement possible et économiquement viable. Disons, il ne faut surtout pas avoir à l'idée, et je pense, et je dis souvent aussi quand même, je suis content qu'il y ait des jeunes, bien sûr, je crois que c'est aussi assez attractif comme mode de développement. Évidemment, on parle de développement sobre en carbone, donc on pourra en parler après, c'est beaucoup d'efficacité énergétique en premier lieu, on pourra parler de la loi de transition énergétique, mais disons techniquement possible, il y a assez d'énergie, bien sûr, de par la planète, en particulier de renouvelables, pour subvenir à l'ensemble des besoins. Économiquement viable, oui, parce que disons que ça toucherait très peu le PIB, de quelques centièmes de pourcent par an. Donc c'est économiquement viable et ça peut être aussi créateur d'emplois. C'est très clair. C'est plutôt, disons, un mode de développement plutôt relocalisé plutôt que trop mondialisé. Donc, mais ça reste très difficile. Donc maintenant on en arrive à la conférence de Paris, donc c'est la 3e grande conférence, la 3e grande COP, beaucoup d'espoir, bien préparé, et il est intéressant que, donc, disons, on apprend de ces erreurs, ou en fait de ces semi-échecs.
La Convention climat, aussi bien pour le protocole de Kyoto que pour l'accord que pour Copenhague, avait son objectif, donc sa façon de procéder, était d'essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, de réduction de gaz à effet de serre. On voit que ça ne marche pas. Donc la Convention climat a complètement changé son fusil d'épaule, et plutôt que d'essayer de fixer des objectifs, l'idée était de demander aux pays ce qu'ils pouvaient faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter, ce qu'ils mettaient dans la corbeille. Donc c'est ça qui a fait le succès de l'accord de Paris, parce que le succès principal de l'accord de Paris, c'est que c'est un accord universel. Alors c'était un accord universel, on peut y revenir. Donc en tout cas, tous les pays l'avaient signé, sauf le Nicaragua, parce que c'était trop plus ambitieux, et la Syrie parce que c'était en guerre, donc pratiquement tous les pays ont signé. Et c'est ça le succès de l'accord de Paris, et tous les pays ont signé parce que, effectivement, on leur a simplement demandé ce qu'ils voulaient faire, on parle des engagements, et personne n'a rediscuté les engagements des différents pays, qui sont, si vous les regardez, qui sont très inhomogènes, hétéroclites. Ce n'est pas le problème, l'intérêt c'est que c'était un accord universel. Alors les engagements sont significatifs, il ne faut surtout pas dire beaucoup de pays ont mis du leur, ont essayé de voir ce qu'ils pouvaient vraiment faire, il y a une bonne volonté, donc on ne peut pas dire les engagements, mais le problème il est quand même, donc les vrais problèmes sont en rouge, il est que quand vous demandez à des gens ce qu'ils peuvent faire, eh bien généralement, vous n'arrivez pas forcément à l'objectif. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que, de façon très claire, même si tous les pays tiennent leurs engagements, on est loin du compte par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Si vous voulez, les chiffres sont là. En gros, il faudrait d'ici 2030 diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20%, et on va les augmenter de 10%, en tenant compte, si rien n'était fait, on les augmenterait de 20%. Et là, on va les augmenter de 10% à peu près, en tenant compte des engagements des différents pays. Donc on est loin, il y a vraiment un fossé entre ce qu'il faudrait faire pour rester sur une trajectoire de 2 degrés et ce vers quoi nous allons. En fait, même si en prenant des hypothèses optimistes après 2030, si on en reste disons, au niveau de l'accord de Paris dans l'état actuel, on va plutôt vers des réchauffements de 3 degrés et demi à la fin du siècle. C'est énorme. Donc, mais ça, l'accord de Paris, l'intérêt, c'était que c'est inscrit dans l'accord de Paris. C'est les chiffres que je vous donne. Donc, l'accord de Paris reconnaît que, disons, les engagements ne sont pas à la hauteur de l'objectif, mais, disons, a mis en œuvre une clause de révision. Donc, normalement, l'idée de l'accord de Paris, c'est d'en remonter l'ambition assez rapidement, et on pensait pouvoir commencer, enfin les négociateurs pensaient pouvoir commencer à rediscuter à partir de disons 2019-2020. Et c'est là vraiment que le retrait des États-Unis, je ne vais pas être trop long sur l'accord de Paris, mais le retrait des États-Unis posera vraiment problème, parce qu'il sera, bon, pour le moment, il n'est pas encore officialisé, mais on pense qu'il s'officialisera, et évidemment, il sera difficile en 2019 ou 2020 de demander aux pays engagés dans l'accord de Paris d'augmenter leur ambition si les États-Unis sont vraiment, ont quitté le bateau. C'est très clair que c'est une véritable difficulté. C'est, je pense, la difficulté du retrait des États-Unis, c'est pas vraiment qu'aujourd'hui, c'est surtout à horizon de 3 ou 4 ans, au moment de la rediscussion de l'ambition de l'accord de Paris. Donc nous en sommes là pour dire que, bon voilà, c'est les 2 degrés, c'est très bien, moi j'y adhère, mais ça reste possible. Mais vous voyez, les difficultés, c'est vraiment un changement de mode de développement. Je pense que c'est attractif parce que, y compris pour les jeunes, ce changement de mode de développement, c'est beaucoup d'inventivité, y compris sur le plan social, pas simplement technologique, sur les plans des usages. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'innovation. Dans tous les domaines, on peut parler du stockage de l'énergie, partout il y a des freins, il y a vraiment au développement, il faut vraiment beaucoup de recherche, d'innovation, et c'est extrêmement intéressant, et je pense que c'est possible si on s'y met tous ensemble, mais voilà, c'est loin d'être gagné par rapport à la question qui a été posée. Alors je ne vais pas être trop long, mais terminer un peu pour... je crois que j'avais promis ça, je préfère avoir du temps pour les questions, sur la France. Donc sur la France, eh bien, ça vous donne un peu aussi une idée de la répartition. Voilà, donc ça, ce sont les émissions en France.
Donc en vert, le gaz carbonique, le méthane est en mauve, en bleu, le protoxyde d'azote. Voilà, donc les autres gaz, donc ce qu'on appelle les chlorofluorocarbures, il y a d'autres gaz à effet de serre, l'hexafluorure de source. Bon, évidemment, là vous voyez bien qu'en France aussi, c'est le gaz carbonique qui est le principal contributeur aux gaz à effet de serre, sauf pour l'agriculture et la sylviculture, où évidemment ce sont le méthane et le protoxyde d'azote. Pas beaucoup de surprises, mais ça vous donne une image. Alors que fait-on en France? En France, on a effectivement mis en œuvre une loi. Alors la loi de transition énergétique pour la croissance verte, il y a eu une première loi sur... Il y a une remarquable continuité en France, puisque c'est Jean-Pierre Raffarin qui a annoncé l'objectif d'un facteur 4 en 2003, sous la mandature de Jacques Chirac. Ça a été repris par Nicolas Sarkozy dans le Grenelle de l'environnement. Donc la diminution de nos émissions par 4 à horizon 2050. Et puis ça a été repris et même, disons... rendu encore plus ambitieux par Emmanuel Macron, puisque, disons que Nicolas Hulot s'est engagé à placer la barre plus haut, neutralité carbone en 2050. Ça sera extrêmement difficile. Donc on voit bien, donc cette loi, elle est là, elle est tout à fait, je dirais, compatible avec les objectifs à l'échelle planétaire. Disons, à l'échelle planétaire, il faudrait diviser par 2 ou par 3, au moins, bon, si possible par 3 horizon 2050. On voit bien que les pays développés doivent faire mieux. C'est aussi l'Europe. L'Europe s'est aussi placée sur... Mais c'est plus des objectifs que des réalisations. Actuellement, on a un peu de retard sur ces objectifs. Là, vous voyez, je ne vais pas détailler, il y a tout un ensemble de scénarios qui ont été discutés au moment où cette loi sur la transition énergétique a été disons, mise en œuvre, discutée, enfin avant son vote. En fait, les choix qui ont été faits pour la loi de transition énergétique, donc ce sont des objectifs, alors je vais redire les objectifs à long terme, 2050. 2050, c'est divisé par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, divisé par 2 et divisé par 2 notre consommation d'énergie. C'est très important parce que c'est évidemment, ça veut dire aussi que le premier levier pour la lutte contre le réchauffement climatique, et c'est vrai au plan planétaire, le premier levier, c'est vraiment l'efficacité énergétique. Alors évidemment, vient ensuite la façon dont on produit l'énergie. Voilà, donc il y a des objectifs en France de renouvelables, 32% en 2030. Et puis, il y a aussi des objectifs de diminution de la part du nucléaire dans l'électricité primaire, donc la moitié en horizon 2025. En tout cas, c'est ce qui est inscrit dans la loi. Voilà, on a toujours ces objectifs à horizon 2020, diminution de 20%, on devrait y arriver pour les gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, mais on s'était engagé à 23% de renouvelables en 2020, et on risque de ne pas y être, c'est très clair. Il y a, disons, beaucoup de retard sur le développement des renouvelables, 32% de renouvelables en France en 2030, c'est là aussi loin d'être gagné. Ça correspond à une véritable révolution. C'est ce qu'est la loi, je vous la présente. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Bon. Donc voilà, j'aurais peut-être pu mettre ça après. Je pense qu'un des points importants, c'est peut-être pour vous illustrer que c'est possible. Vous voyez un peu comme, là c'est au niveau planétaire, eh bien, on regarde ici des possibilités, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir en termes d'investissement. En fait, ce qui est important dans l'accord de Paris, c'est qu'il est, le secteur financier est invité très clairement à mettre, disons, à faire que les flux financiers, les modifications des flux financiers soient compatibles, j'ai repris le terme exact de la conférence de Paris, soient compatibles avec un scénario à faible émission et résilient au changement climatique. Donc vous voyez, là aussi, il faut beaucoup investir au niveau mondial dans l'efficacité énergétique et bien sûr désinvestir de l'exploitation et de l'utilisation des fossiles. Dans ces scénarios qui sont en horizon 2030, il y a des investissements qui se poursuivent dans le nucléaire, mais c'est bien sûr le renouvelable qui disons, doit et devra, je pense, qui est la principale source d'énergie à l'échelle planétaire, qui pourrait, nous l'espérons, à l'échelle planétaire, représenter 50% de l'énergie, chaleur plus électricité, en 2050. Mais c'est loin d'être gagné, il faut vraiment que les investissements soient là. Voilà, merci beaucoup et je vais essayer de répondre à vos questions.
Bonsoir. Merci pour cette conférence, Monsieur Jouzel. C'est à moi que revient le plaisir de vous poser la première question. Très bien. Juste une question. J'aimerais solliciter de votre part un conseil. Je pense qu'en tant que citoyen engagé, conscient des changements climatiques, j'aimerais savoir ce que nous, citoyens, on peut faire à notre portée pour conserver cet objectif de 2 degrés à notre portée. Donc, que peut faire le citoyen? Donc, quand je réponds à cette question, je rappelle, non, il faut regarder comment, en France, comment on émet le gaz. Enfin, c'est un peu ce que je vous ai dit là, mais si vous regardez la façon dont on se déplace, le domestique, c'est-à-dire la façon dont on se comporte chez soi, aussi bien au niveau chauffage que électricité, enfin, toute l'électricité qu'on utilise, et l'alimentation, ça correspond à plus de 50% des émissions en France. Donc, franchement, ça dépend enfin, je crois qu'on a quand même une latitude de choix dans la façon dont on se déplace. Pas tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas égal, hein, je ne veux surtout pas dire ça. Hein, donc je sais très bien que tout le monde n'est pas égal devant ses... Enfin, disons, tous les gens ne sont pas égaux devant ces problèmes. Mais bon, généralement, beaucoup de personnes ont une latitude de choix de la façon dont ils se déplacent, de la façon dont ils se comportent chez soi. Est-ce qu'on isole, est-ce qu'on n'isole pas, est-ce qu'on, disons, chauffe beaucoup? Et aussi la question de l'alimentation, bien sûr. Limiter les déchets, c'est la première chose d'ailleurs, voire... bon, voilà. Donc dans cette région de salaire, j'ai du mal à dire que... Bon, certains pensent qu'il faut manger moins de viande, hein, donc je ne peux pas trop le dire ici, surtout que moi j'aime bien le salaire, c'est tout... Bon, voilà, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup... Je redis aussi que, bon, donc chacun d'entre nous, on a vraiment, je pense, des décisions qui peuvent aider d'aller dans le bon sens. Des fois, on prend des décisions qui vont dans le mauvais sens aussi. Et puis, je pense que certains d'entre nous ont aussi dans leur vie professionnelle des façons de s'impliquer. Je le crois sincèrement. Et on peut le faire, et je pense que... Donc oui, on peut faire quelque chose. Alors évidemment, bon, chacun a son rôle. Le rôle des États, eh bien, c'était le rôle de mettre sur place un accord ambitieux, de faire qu'il marche, d'en remonter l'ambition. Mais la réalité des choses, ça se passe dans les villes, dans les territoires. Donc vraiment, les collectivités de tout, il y en a probablement ici, qu'on aille des métropoles, des maires, des communautés de communes, des régions, tout le monde, et il y a maintenant normalement plus de possibilités pour les régions de jouer sur leur système énergétique, hein, avec la régionalisation. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans les entreprises, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des associations, beaucoup de choses à faire dans l'éducation. Ah, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a beaucoup à faire et que tout le monde peut faire quelque chose, chacun d'entre nous. Alors on va agir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour Monsieur Jouzel. Une question sur notre modèle économique. Est-il un frein à ce futur développement qu'on doit enclencher? Oui, bonsoir, oui, merci. Alors, moi, je vais essayer de réfléchir, enfin, je vais faire un peu de publicité, c'est peut-être pas bien, mais c'est vraiment dans le sujet. Donc là, on vient de déposer le dernier chapitre aujourd'hui avec Pierre Laroutourou de notre livre qui sortira le 22 novembre et dans lequel nous abordons ces problèmes. Donc, en gros, l'idée du livre, c'est que, eh bien, on a en gros créé 3 000 milliards d'euros de monnaie depuis 2008 pour sauver les banques. Et quand on regarde ce qu'il faudrait au niveau de l'Europe pour, disons vraiment, on parle d'européen, pour vraiment investir sur le climat, s'il n'y a pas d'investissement massif sur tout ce dont on a parlé, efficacité énergétique, transport, on n'y arrivera pas. Il faut des investissements massifs et on parle de 1 000 milliards de dollars. C'est un peu le thème du livre. Donc il y a une partie climatique que j'ai rédigée, Pierre Laroutourou a rédigé la partie économique. Le point important, c'est que c'est aussi qu'on met à la fin, je pense vraiment, et moi-même j'ai fait 2 rapports sur... la transition énergétique et j'ai été rapporteur de la loi au titre du Conseil économique, social et environnemental. Il y a vraiment potentialité dans cette nouvelle économie devrait être créatrice d'emplois. C'est très clair, on voit d'ailleurs très bien tout ce qui concerne la rénovation des bâtiments anciens et tout ça est quand même créateur d'emplois. Donc personnellement, je ne pense pas, c'est une question de volonté de diriger les investissements, mais je pense qu'économiquement, ce modèle sobre en carbone est tout à fait viable et probablement, moi j'aimerais bien reprendre comment il y avait un prix Nobel, je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave, qui a dit que la seule façon d'économie, qui a dit que la seule façon
pour la planète, c'est d'avoir un grand projet, et que le seul grand projet qu'on pouvait avoir au niveau planétaire, c'est vraiment préserver notre environnement et notre climat, mais plus généralement notre environnement. Donc je pense qu'il faut avoir ça. Je sais aussi qu'on peut parler de décroissance, par exemple, dans ce schéma. On consomme 2 fois moins d'énergie, on peut aussi dire que c'est un schéma décroissant, mais pas en termes... On peut parler peut-être de décroissance en termes de PIB, mais pas forcément en termes de création d'emplois. Et je crois que ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est plus les créations d'emplois que l'évolution du PIB elle-même. Voilà, donc oui, ça vaut le coup d'être tenté. Et il y a aussi l'autre argument qui est très clair, c'est que du point de vue économique, on regarde le rapport Stern, mais le GIEC a confirmé, eh bien ne rien faire est plus coûteux, c'est-à-dire est plus coûteux en termes purement économiques que de se lancer dans une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas penser que ne rien faire va disons, créer des emplois, ça sera ça. Il y aura aussi beaucoup d'aspects négatifs économiquement. Oui, bonjour. Non, je regarde, je ne vois pas. Ah si, ça va. Ouais, d'accord, Bonjour. au revoir, merci. Je vais revenir plus au niveau local. Ouais. Vous parlez international, voire mondial. Et j'ai une question, je dirais là, c'est plutôt scientifique que je m'adresse. À Clermont-Ferrand, pendant 10 ans, il y a des associations qui se sont battues contre l'implantation d'un incinérateur à Clermont-Ferrand. Un incinérateur de déchets, ça rejette du CO2, forcément. Et ma question, c'est une question d'échelle. L'incinérateur de Clermont, c'est 170 000 tonnes de déchets incinérés par an. Donc 170 000 tonnes de déchets, ça représente à peu près 170 000 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère par an. Donc 170 000 tonnes de CO2, ça représente quoi? Est-ce que c'est significatif 170 000 ou pas? tonnes de CO2, ça doit représenter, alors c'est 540 millions de tonnes, ça représente 1/3 millième. Non, mais attends, alors 500, oui, c'est des millions de tonnes en France. Si les chiffres sont 1/3 millième. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à la pollution des voitures, une agglomération de 200 000 habitants... Moi, je ne sais pas calculer tout ça. Je ne suis pas très bon, là. Je vais donner joker, non, parce que... Non, on peut regarder après. Je peux vous donner les chiffres, mais je préfère... Si vous voulez une réponse, je préfère vous la donner par écrit. Non, ouais, c'est vrai, parce que je risque... Vous avez peut-être la réponse vous-même. Non, je ne l'ai pas, justement. Il faudra regarder. Je ne sais pas... Il faut voir aussi peser ce qui sort de l'incinérateur, autrement ce que devient cette matière organique. Parce que dans le cas où on ne l'utilise pas, en dehors de tous les problèmes d'incinérateur que certains ont, il y a aussi le problème, il faut peser, il faut comparer ces émissions au risque d'émissions de méthane qui peuvent se produire donc, dans des déchets. Donc c'est ça qu'il faut comparer, je pense. Pas simplement les 170 000 tonnes qui sortent, parce que cette matière organique se décomposerait aussi très probablement. Donc je ne sais pas, on peut regarder si vous voulez, je pense qu'il y a des collègues qui regardent, mais là je suis... Disons que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais apparaître, c'est pour ça que je vous pose la question. Enfin si, il y a des gens qui travaillent sur les déchets. La part des déchets en France, je vous l'ai montré, donc elle était là. Non, il n'y a pas de déchets, tiens. Je croyais qu'il y avait les... Non, il n'y a pas les... non, il n'y a pas les déchets là, d'accord. Je croyais qu'il y avait les déchets. Mais ce n'est pas très important. Au niveau français, c'est du type, globalement les déchets, c'est du type autre transport. Je peux vous donner les chiffres. Il y a tous les tableaux du CITEPA qui existent. Si vous me demandez, vous allez sur le site du CITEPA et tous les chiffres y sont, mais je préfère pas me lancer dans des chiffres. Mais ils existent. Si vous venez me voir, je vous donnerai le site tout à l'heure. Monsieur Jouzel, merci. Oui. Vous n'avez pas parlé de la démographie, qui me semble un point très important, en particulier pour l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, avec des pays très très productivistes comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Indonésie, l'Inde, le Bangladesh qui va probablement avoir la même voie. Est-ce que les graphiques que vous nous avez donnés tiennent compte de cette formidable pression que nous allons avoir? Et quand on sait que les États-Unis, qui sont le plus gros consommateur, on peut dire de bien-être, entre guillemets, à quel prix? Qu'est-ce que l'on va pouvoir dire à ces populations pour leur imposer, en quelque sorte, une croissance raisonnable, alors que nous, on en a été totalement incapables?
Oui, c'est la véritable difficulté. J'ai brièvement évoqué la démographie en vous disant que c'était probablement difficile, avec 10 milliards d'habitants, d'espérer que les émissions liées à l'agriculture baisseraient. Et c'est un des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec la démographie ? Il y a aussi un problème qui est assez important. C'est la compétition entre l'énergétique et l'alimentaire. Alors, il se place évidemment sur l'utilisation des sols, mais il se place aussi sur l'utilisation de l'eau. Donc, la production de l'énergie, aussi bien la production d'énergie que la production d'aliments, enfin, de récolte, demande généralement beaucoup d'eau et ça peut être en compétition. Donc, effectivement, une démographie importante rend le problème d'autant plus difficile. Alors, j'ajoute quand même quelque chose parce qu'on me pose souvent la question, donc on ne l'ignore pas du tout dans le GIEC, mais les scénarios actuels ne n'utilisent pas explicitement la démographie. Dans les scénarios précédents, les scénarios émetteurs utilisaient la démographie comme paramètre d'entrée. Là, on a utilisé des scénarios en termes de forçage. Donc, on demande plutôt aux économistes les scénarios à la fois démographiques ou économiques qui permettraient de respecter ces... Mais quand on regarde l'énergie elle-même, en gros, en termes d'émissions de CO2 sous forme de carbone, on a le droit à peu près à 3 milliards de tonnes en horizon 2050. Actuellement, on est à 2 tonnes par habitant, ou un peu moins. 3 milliards de tonnes, si on est 6 milliards, si disons si la population baissait un peu, ça ferait 500 kilos par personne. Si on était 10 milliards, ça ferait 300 kilos par personne. Le problème de l'énergie, c'est que... Enfin bon... Si on est capable de passer de 2 tonnes par habitant à 500 kg, c'est-à-dire de complètement révolutionner notre système énergétique, je pense qu'on pourra passer à 300 kg. Donc je pense que l'aspect sécurité alimentaire est peut-être encore plus difficile que l'aspect sécurité énergétique. Maintenant, prenons le cas de l'Afrique, qui pourrait passer de 1 à 2 milliards d'habitants. C'est un continent qui est béni des dieux du point de vue énergie renouvelable, potentiel de renouvelable. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc s'il y a bien un continent, si les investissements étaient là, Jean-Louis Borloo a parié là-dessus par exemple, si l'investissement était là, un continent comme l'Afrique pourrait être le premier continent presque, je dirais, quasiment complètement renouvelable. Il ne s'oriente pas vers ça, mais vraiment c'est le continent qui pourrait donner l'exemple. Et donc, effectivement, ne pas mettre... Après, il y a une expansion démographique qui est ce qu'elle est et qui peut poser ses propres problèmes. Mais en tout cas, du point de vue énergétique, il y a le potentiel en Afrique de subvenir aux besoins, même d'une population qui doublerait. Merci. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Voilà, vous dites souvent... Vous avez dit souvent qu'il faut faire quelque chose, il faut investir massivement. Monsieur a posé la question, est-ce que notre modèle économique pourrait nous permettre d'atteindre les objectifs ? Moi, je vois un monde où c'est chacun pour soi et chacun se prend pour une exception. Chacun essaye de dévier les règles à son profit. Ça va à tous les étages. Il y a des fuites fiscales partout. Qui va payer ? Qui va investir massivement ? Qui ? Oui, s'il vous plaît. Non, mais vous avez raison. Je pense que le point que vous soulevez, c'est vraiment sans solidarité au niveau local, au niveau français, au niveau d'un pays et au niveau mondial. C'était vraiment le sens du prix Nobel de la paix décerné au GIEC en 2007. Sans solidarité internationale complète, eh bien, on n'arrivera pas. C'est très clair. On voit bien le cas de Donald Trump. Le succès de l'accord de Paris, j'essaie de le dire, c'est pas tellement dans les chiffres. Le succès de l'accord de Paris, c'était que tout le monde était embarqué. Et vraiment, Donald Trump, en quittant l'accord de Paris et en reniant les engagements des États-Unis pour aider, parce que, disons, pour aider les pays dans les 100 milliards de dollars, il y avait bien sûr une contribution importante des États-Unis. Et le manque de solidarité, vous avez raison, ruine pratiquement les espoirs. Et s'il n'y a pas de solidarité européenne, et moi je crois fermement à l'Europe, j'aimerais bien en tout cas, s'il n'y a pas de véritable solidarité, je crains effectivement qu'on n'arrive pas à rester en dessous de 2 degrés. Et en cela, vous avez raison. Une autre question, monsieur ? Oui, bonjour. Et je reprends, après tout, votre première question qui était de savoir qu'est-ce que l'on pouvait faire à titre individuel pour essayer de se rapprocher, et finalement, d'essayer de rester autour de 2 degrés. Est-ce que dans les mesures et dans les études qui sont menées actuellement, on s'interroge sur, par rapport à l'ensemble des sociétés qui sont très évoluées, de se dire
qu'est-ce qu'il est acceptable par les gens? Qu'est-ce qu'ils accepteraient de changer au plus rapidement pour commencer à tendre vers une tendance un peu meilleure que celle d'aujourd'hui? Oui, la réponse est oui. L'intérêt moi j'ai vécu toute ma carrière sur le réchauffement, sur ces aspects liés au climat. L'intérêt, c'est que toutes les disciplines scientifiques sont convoquées, y compris les sciences sociales, les philosophes, et il y a beaucoup de réflexions, effectivement, en dehors des aspects techniques, technologiques, des aspects conséquences sur, alors peut-être pas l'acceptabilité, mais sur la façon disons, est-ce qu'il y a des chances que ça puisse se mettre en place ou pas? Oui, il y a bien sûr des études, mais c'est pas... comment on rend... Moi, je pense que si on ne le rend pas attractif, ce monde... J'ai bien aimé, j'étais dans le Grenelle de l'environnement dans le Grenelle de l'environnement avec les syndicalistes, et les syndicalistes sont en fait assez volontaristes, mais ils nous disaient ce qu'il nous faut, ce sont des exemples de réussite. Il faut rendre ce monde sobre en carbone attractif, avec des réussites de création d'emplois, avec des réussites, par exemple, dans des initiatives, transport, on voit quand même les choses changer sous nos yeux, les transports en commun, peut-être pas assez vite, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, moi, je pense que, bien sûr, il faudra aussi imposer du point de vue économique un prix au carbone. On n'arrivera pas s'il n'y a pas de prix au carbone. Mais je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent ce qu'ils ne comprennent pas encore, malheureusement, et peut-être moi non plus, que ce monde vers lequel on devrait aller est tout aussi attractif que celui dans lequel nous sommes actuellement. Mais ce n'est pas si facile. Il faut des exemples. Mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cela aussi, bien sûr. Bonsoir. Alors, je viens du lycée agricole de Neuvy. Je suis en terminale S. Et j'ai une question à vous poser par rapport à l'élevage. Alors, connaissant la pollution atmosphérique qu'engendre l'élevage, quel est son avenir dans un monde plus chaud avec moins d'eau? Oui. Donc, je vais essayer de redire des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Quand on regarde la production de... Alors, parce que toutefois, je ne sais pas, l'alimentation, on m'a dit, c'est 60% des émissions. Quand on regarde la production de méthane liée aux bovins, donc le méthane, c'est à peu près 15% au niveau mondial, et c'est un tiers lié aux bovins. Les bovins, c'est entre 4 et 5% d'augmentation d'effet de serre chaque année. Je pense que effectivement, donc l'élevage, il y a deux, il y a la demande, enfin bon, effectivement, il y a... est-ce qu'on peut continuer il y a besoin d'eau. Il y a des pays où ça sera probablement moins facile. Il y a aussi peut-être des pays où ça sera plus facile d'élever des bovins ou des ovins. Mais c'est effectivement, il y a des régions, et ça en faisait partie quand vous voyez certaines ressources, quand on parle de blé, de soja. Donc il y a vraiment des régions où ça risque de devenir... plus difficile. Ensuite, il y a du côté de la demande aussi. On voit bien un mouvement on voit bien qu'il y a un certain lien avec l'effet de serre à travers les bovins. Il y a aussi le côté de la demande où il y a de plus en plus. D'ailleurs, je crois que la consommation de viande diminue en France. Donc, moi, j'espère qu'il y aura toujours de la viande de qualité, je dis franchement. Mais ça passe aussi par regarder, c'est ce qui se passe ici, mais disons peut-être aussi remettre il se fait que moi je suis fils de paysan, mais donc j'emmenais les vaches au pré quand j'étais jeune, mais donc c'est peut-être un rêve, mais c'est vrai que la façon intensive dont on élève les bovins actuellement n'est peut-être pas la meilleure non plus. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Voilà. Mais moi je pense que dans l'agriculture, je fais très souvent, je suis allé 2 fois cette année dans le lycée agricole, à Saint-Germain-en-Laye et à Pommerette en Bretagne. Donc je pense, je dis toujours, dans le monde agricole, le monde agricole, comme beaucoup de secteurs, il est concerné parce qu'il est émetteur, mais il est aussi concerné par les conséquences, mais il y a aussi énormément d'opportunités. Donc il faut, moi je pense que le monde agricole, comme tous les secteurs économiques, doit intégrer cette dimension changement climatique dans tous ses aspects à son développement, en tout cas à son évolution. C'est ça qui est important. Et j'ai vu vraiment au cours des dernières années une évolution. Parce que, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter d'être invité par Xavier Belin à discuter, parce que Xavier Belin ne s'y intéressait pas il y a 10 ans. Donc maintenant, il est malheureusement décédé, mais il y a quelques années, depuis 2 ou 3 ans, la FNSEA s'intéresse enfin au réchauffement climatique. Mais c'est très, très... c'est un milieu que je connais très bien, mais ça a été très, très dur. Je peux
disons, de témoigner, mais il y a vraiment un changement d'état d'esprit dans le monde agricole qui est vraiment important. Il faut prendre conscience de ce problème et disons, se l'approprier d'une certaine façon. Merci. Par rapport au climat, est-ce que tous les scénarios que tu as montrés sont des scénarios à évolution linéaire? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des phénomènes physiques chaotiques qui amplifieraient les processus? Oui, donc on peut parler des problèmes à seuil. Et merci Jean-François. On se connaît depuis combien? Près de 50 ans, oui, 40 au moins, oui. On a travaillé sur la grêle ensemble. On peut vous dire que ça ne marche pas bien, l'usure d'argent, mais ça, ce n'est pas le débat de ce soir. On pourra en faire un là-dessus. Bon. Donc, où j'en étais du coup? Ouais, alors il y a 3, voilà. Alors les phénomènes, à quoi on pense? Alors les phénomènes dont on ne tient pas compte. La fonte du permafrost, qu'est-ce que ça va faire? Ça peut effectivement émettre du méthane et ça peut accélérer, disons, ça peut équivaloir à une dizaine d'années d'émissions au rythme actuel. Donc si effectivement il y a du permafrost qui fond, du méthane qui sort en quantité importante, il faut mieux espérer que non, ça diminue encore la capacité d'émission de fossiles si on veut rester en deçà de 2 degrés. L'autre point, c'est la circulation océanique. On a montré dans le passé des variations rapides du climat liées à des changements rapides de circulation océanique et atmosphérique. On se pose la question pour le futur, est-ce que ça peut exister? La réponse est très probablement pas disons d'ici la fin du siècle. C'est possible à échéance de quelques siècles, mais ce n'est pas du tout un retour à l'ère glaciaire comme certains l'évoquent, mais disons, si le climat était 3 ou 4 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible, eh bien, ça serait un retour aux conditions actuelles, pratiquement. Donc, ce n'est pas du tout l'image qu'on donne. Un autre point qui est important, le troisième, qui est souvent évoqué de plus en plus, c'est des difficultés que pourraient avoir des forêts. C'est-à-dire, s'il y a on voit que sur certaines forêts tropicales, s'il y a des sécheresses qui durent 4-5 ans, avec des périodes chaudes et sèches, disons, qui, à partir d'un moment, disons, les arbres ne résistent plus. Donc ça, ce sont des phénomènes à seuil. Et évidemment, les autres problèmes qu'on se pose sur le long terme, et puis sur ces problèmes, c'est est-ce que, par exemple, l'Antarctique de l'Ouest est-il solidement attaché ou non? Il est en dessous du niveau de la mer, et donc certains pensent qu'il y a un risque de désintégration de l'Antarctique de l'Ouest peut-être plus rapide que le Groenland. Donc on se pose beaucoup de questions sur, effectivement, dont le schéma que je vous ai montré très linéaire ne tienne pas compte. Ce sont les principales. On va prendre une dernière question. Bonsoir, je suis étudiant en architecture et l'année dernière j'ai eu l'honneur de rencontrer Philippe Madec qui nous expliquait qu'un de ses projets de maison écologique avait été voué à l'échec parce que les personnes qui y vivaient ne savaient plus ouvrir les fenêtres aux bonnes heures. Oui. Alors, comment pensez-vous que nous pouvons éduquer les personnes de tout âge au réchauffement climatique et aux bons gestes? Oui, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Fait qu'il y a un rapport CESE qui l'a évoqué aussi. C'est une des difficultés de la rénovation des bâtiments. Il faut aussi penser à la santé. Donc on ne peut pas non plus tout le temps être enfermé. Donc effectivement, il faut aussi, si vous êtes architecte ou si tu es futur architecte, je pense qu'il faut à la fois rénover de façon efficace du point de vue énergétique, et il faut aussi penser aux problèmes de santé, à la santé des gens qui y vivent. Alors certains y vivent, mais ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup éduquer. Disons, généralement, toutes les performances qui sont annoncées disons, ne sont pas atteintes en termes d'amélioration énergétique. Et les gens qui vont vous voir vous disent c'est parce que vous ne faites pas ce qu'on vous a dit. Mais les gens vous disent généralement on ne fait pas ce qu'on vous a dit parce que c'est invivable. Donc il faut trouver un moyen effectivement pour que, donc, soit à travers l'aération, soit à travers effectivement, il faut ouvrir les fenêtres au bon moment comme vous dites. Et tout ça, je pense c'est beaucoup, peut-être pas d'éducation, mais en tout cas d'échange, d'information. Et c'est absolument indispensable. Il ne s'agit pas simplement de donner, effectivement, comme l'a dit Madec, il ne s'agit pas simplement de donner l'outil puis de laisser les gens vivre dedans, ça ne marchera pas de façon optimale. Il faut aller plus loin, mais vous avez raison là-dessus. On va prendre une toute dernière question très très courte. Là-bas. Monsieur Madec avait été court. Enfin, oui, bonsoir. En fait, elle est double. Déjà
Elle est courte et elle est double. Bonsoir et merci pour votre exposé tout d'abord. Dans vos graphiques, vous avez, et vous l'avez énoncé d'ailleurs dans votre propos, vous avez attiré l'attention sur la problématique du transport. Ouais. Pour la France, parce que j'imagine que vous n'avez peut-être pas les chiffres au niveau international, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est la part du transport, j'ai envie de dire, privé, oui. Déplacement de loisirs, famille et autres, et du transport professionnel, quel qu'il soit, véhicule ou camion ou autre. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et deuxième partie, c'est on nous incite aujourd'hui, moi je suis plutôt enclin à penser que c'est une bonne chose, à aller vers le véhicule électrique, qui limitera toute la problématique donc, de CO2, mais qui pose également d'énormes problèmes quant à la fabrication et au devenir des batteries quand elles seront arrivées en fin de vie, en termes de gestion des déchets et de tout ce qui s'ensuit derrière. Donc finalement, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'aujourd'hui les technologies nous permettent d'envisager ça avec enthousiasme ou pas? Oui, donc pour la première question, j'ai déjà oublié du coup. Attends. Ah oui, non, j'ai pas la réponse. C'est une bonne. Ouais, justement, j'ai oublié. J'ai pas vraiment la réponse. Dans les statistiques, je ne citais pas, ça n'y est pas. Donc, mais ça doit exister quelque part. Il faudra regarder dans les statistiques du ministère. Donc, ils font de très belles statistiques qui sont très accessibles. Mais bon, je ne peux pas vous donner de réponse. Je n'aurai pas une meilleure réponse que celle que vous avez pour vous-même ou pour moi-même. Peut-être un peu mieux, mais peut-être pas beaucoup. Ensuite, donc, attends, la deuxième question, c'était. Dis-moi. Alors, la première, c'était sur le transport. Oui, mais j'ai dit, j'ai pas de réponse. Voilà. Et la deuxième? Et du coup, la deuxième, il nous a parlé des batteries pour les véhicules électriques. Moi, c'est là où je parle d'innovation. C'est clair. Bon, d'abord, il y a d'autres possibilités. Bon, l'électrique, c'est vrai, mais si l'électricité est produite sans émission de soit du renouvelable, soit du nucléaire, pour le moment, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, il faut bien voir que ça dépend comment on produit l'électricité. Disons que moi je pense que c'est là qu'il faut faire de l'innovation. Le développement du renouvelable ne sera possible à grande échelle que si effectivement on utilise des matériaux qui sont facilement accessibles. Ce n'est pas forcément le cas, il y a certaines terres rares qui limitent le développement du renouvelable actuellement. Si on utilise des matériaux qui en fin de vie ne sont pas polluants, qu'on sait disons, c'est tout le cycle de vie qui compte, et c'est là qu'il faut de l'innovation, et qui ne coûte pas cher. Donc, il y a aussi d'autres pistes qui peuvent être moins... Bon, on parle beaucoup d'hydrogène actuellement, même si ce n'est pas très à la mode, mais ça se développe quand même pas mal. Ça évite effectivement le problème de batterie, il y en a d'autres. Donc tout cela, c'est là que je parle de l'innovation. Et j'imagine que sur les 10 ans qui viennent, ça va bouger énormément en termes de matériaux et en termes, effectivement, il faut absolument... C'est pareil pour les panneaux solaires. Je vais terminer par une anecdote. Alors, on va souvent sur le web et on voit que les panneaux solaires, ça met 10 ans, soi-disant, pour récupérer l'énergie qu'on met dedans. C'est ce qu'on va lire généralement, ce que les gens vous disent dans les conférences. Moi, je suis allé à l'Institut national d'énergie solaire discuter. Les panneaux modernes actuellement, disons, si on les met au tropique en un an, l'énergie qu'on a utilisée pour les fabriquer et récupérer, 2 ans en France. Si vous voulez, il faut des progrès de ce type-là, et il faut aussi des matériaux qui, en fin de vie, disons, qui ne soient pas en quantité trop limitée, qui soient non polluants. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, les batteries actuellement, vous avez raison, il faut soit les recycler, soit les utiliser au maximum, mais bon, oui, c'est des problèmes. Quand je parle d'innovation, c'est vraiment sur ces sujets-là qu'il en faut. Et j'espère que ça va venir. Voilà. Merci à tous, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup.